Alors, on poursuit en compagnie de François Tétu, qui est vice-président conseiller en placement chez Valeurs Mobilières Desjardins. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Twitter d'entrée de jeu, mais je ne vous ai pas donné le pouls de l'ensemble des marchés. C'est légèrement négatif aujourd'hui en Amérique du Nord parce qu'il y a eu des statistiques économiques américaines excellentes. Et là, ce qu'on se dit, finalement, la Réserve fédérale américaine va sûrement décider de ralentir son rythme d'injection de liquidité dans le système. Et ça fait reculer un peu les bourses. Le Nasdaq qui perd 1 là, j'en discutais avec François Tétu. Il faut peut-être que certains investisseurs vendent des titres technologiques pour acheter du Twitter, mais globalement, le secteur recule aujourd'hui. Reste qu'il en demeure pas moins que depuis le début de l'année, les bourses américaines sont en forte hausse de 26 à 30, même 35 là, si on tient compte de l'effet de devise pour le Nasdaq. Alors, des hausses extrêmement importantes. Ça nous amène évidemment à être prudent. On a toujours l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'alternatives quand on voit des marchés grimper comme ça, compte tenu du contexte des taux d'intérêt. C'est ce que vous allez nous expliquer, entre autres, on fait face à des écarts assez considérables, dépendamment du marché qu'on regarde actuellement. Effectivement, de la façon qu'on est positionné. Si on regarde, par exemple, au niveau de la toile de fond, on remarque que le Nasdaq est en hausse de 30 depuis le début de l'année. C'est pas peu dire. Si on regarde au niveau du S&P, là, on approche là, 25 là, on est en 23 quelque chose de semblable, là, depuis le début de l'année, 24 J'avais même, dans des émissions précédentes, dit, écoutez, là, on est dans le double digit, c'est-à-dire beaucoup de rendement cette année. Fait en sorte que, j'ai dit, écoutez, c'est pas mauvais des fois de prendre là, des profits au passage. Parce qu'on est peut-être un petit peu étiré, comme M. Gauthier disait, là, au niveau du Nasdaq, on est à plus 30 il y a peut-être là, à ce moment-là là, des profits là, à prendre là, sur certains titres du secteur qui ont beaucoup avancé. On ne parle pas, naturellement, de bulle, je suis d'accord avec lui, mais par contre, peut-être une légère surévaluation au niveau du Nasdaq. En contrepartie, on voit l'impact que ça a eu au niveau des taux d'intérêt. C'est assez rare, les gens, naturellement, ou les auditeurs qui ont des portefeuilles et qui ont quand même une allocation d'actifs, ne sont pas tous en actions. Il y a une partie en obligations ou en actions privilégiées, ont obtenu, depuis le début de l'année, disons, des rendements négatifs. On le vu avec l'indice. Et c'est quand même pas il y a eu beaucoup de volatilité. C'est pas une hausse qui a été aussi prononcée, par exemple, qu'en 1994. Par exemple, on a eu 82 points de base. Mais ça a quand même, ça a amené beaucoup de nervosité sur les marchés et on a vu quand même là, des reculs importants, que ce soit dans les obligations gouvernementales, les obligations corporatives, les actions privilégiées. Il faut comprendre aussi qu'en 2008, il y a eu beaucoup d'actions privilégiées qui ont été émises lors de la crise. Les banques et les compagnies d'assurance se sont financées naturellement, se sont recapitalisées avec des actions privilégiées. Il y en a beaucoup qui avaient, qu'on appelle des fixed resets, qui arrivaient à échéance en 2013. Et ce qui fait en sorte que, il y en a qui avaient émis des perpétuels. Et là, à ce moment-là, eux sont plus sensibles aux fluctuations. Quand on a une action privilégiée perpétuelle, on est beaucoup plus à risque d'être frappé par une hausse de taux d'intérêt. Effectivement. Donc, il faut surveiller ça dans son portefeuille. C'est pour ça qu'on a vu naturellement là, des actions privilégiées. Des gens disent, là, j'ai une banque royale ou j'ai une banque, je suis correct. Mais on a vu là, quand même des perpétuels comparés au fixed reset, quand même reculés de 7-8 puis c'est pas très, très liquide. Donc, est-ce qu'il faut s'en départir actuellement, toujours au moment où on se parle, ou la chute a eu lieu? Écoutez, ça s'est replacé un petit peu, parce que si on regarde là, depuis septembre, dans les dernières semaines, ça s'est quand même replacé. Mais c'est qu'il y a tellement peu de volume sur ces actions, sur ces titres-là, ça fait en sorte que ça ne prend pas grand-chose. Il y a eu des opportunités d'achat cet été. Hein? Alors, il y en a certaines qui ont tombé à 20 puis sont à 22, 23 actuellement. Peut-être que les gens qui ont profité de cette opportunité-là, peut-être dans liquider, mais il faut toujours trouver un acheteur qui est prêt à prendre le risque. Et puis, si on regarde les contrats à terme sur les taux d'intérêt pour 2016, 2015, 2016, mais c'est sûr que là, actuellement, on a, comme on dit, le vent dans la figure. Oui. Donc, ces titres-là devraient avoir quand même... les investisseurs connaissent un petit peu de difficulté. Selon la période de rachat là, qui est prévue, parce que ça varie là, d'un titre à l'autre. On poursuit avec la présentation. Oui, OK. Alors, en fait, si on va à une acétate que je crois que c'est la 5,
Vous me direz si c'est la bonne, celle-là? Non, la suivante. Alors, c'est juste pour démontrer, parce que là, tu en fais, juste pour démontrer que l'impact que ça a eu sur les différentes catégories d'actifs. Alors, on voit quand même que un des rares, puis on sait que aussi les REITs, c'est très populaire. On a eu des reculs de 5 Ils ont des questions souvent des gens qui vont dire est-ce que je devrais, par exemple, investir dans un REIT, comme au Québec, on a Communard ou d'autres compagnies, ou dans les utilités publiques. C'est de faire attention. On a eu quand même un recul de 5 mais c'est juste d'observer, si on est en période d'observation. Si on regarde au niveau des perpétuels, on a eu des reculs de 7 En fait, le seul revenu fixe qui a maintenu sa valeur, c'est les titres à taux flottants. Alors, naturellement, les titres à taux flottants, mais au Canada, il n'y a pas beaucoup d'émetteurs de titres à taux flottants. Alors, on va trouver beaucoup plus d'émetteurs aux États-Unis. Donc, c'est des titres plus spécialisés. Moi, je dirais que les gens qui recherchent peut-être à diversifier leur portefeuille et avoir une certaine stabilité du portefeuille, peut-être il y a certains fonds spécialisés en obligations à taux flottant américaines. Peut-être de regarder de ce côté-là. Ça serait peut-être une stratégie à envisager pour la portion revenu fixe. Question de devise. OK. Puis, vous avez plus d'émetteurs, c'est plus liquide. Mais là, ce qu'on voit ici, là, ce sont toutes les catégories de titres sensibles au taux d'intérêt ou carrément des titres à revenu fixe. C'est ça, c'est l'impact du 2 mai parce qu'on a vu au mois de mai ce qui s'est passé jusqu'au 31 août. Jusqu'au 31 août. Alors, on voit ces statistiques de recul qu'il y a eu pendant la période de l'été. Donc, les personnes, par exemple, qui avaient un investment grade, une obligation gouvernementale, qui reçoit, mettons, 2 par année de revenus d'intérêt dans son année, un recul d'environ 3, là, ou 2,7 Donc, beaucoup de gens à la retraite qui détiennent des obligations, là, naturellement, il va falloir qu'ils attendent jusqu'à... Ils vont dire, bien, on va attendre jusqu'à échéance pour s'assurer de ne pas perdre. Pour pas perdre du capital. Il ne faut pas falloir qu'ils vendent. Un autre élément aussi qu'on regarde, qui est dans un marché baissier, on en a parlé à quelques reprises. On a eu des questions sur Barrick Gold avec leur émission qu'ils ont fait la semaine dernière. Bon, naturellement, dans les questions qu'on a eues ou dans les émissions que j'ai passées, j'ai parlé à quelques reprises que le marché séculaire haussier dans les ressources est peut-être terminé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent à faire, mais quand même, on est dans un marché baissier, c'est-à-dire un bear market. Oui. On voit cette année une baisse au niveau du lingot d'or de 21,3 de l'argent de près de 30 Donc, dans les métaux précieux, très, très difficile. Alors là, vous voyez quand même qu'on a un Nasdaq à plus 30 l'or à moins 20, les obligations à moins 4. Donc, c'est pas nécessairement évident. Il fallait être aux bons endroits dans les bons secteurs là, cette année. Alors, on a quand même un marché qui demeure baissier sur le lingot d'or et on va revenir sûrement aux moyennes historiques. Mais il reste encore qu'il y a des gens qui sont très positifs sur l'or à cause du contexte actuel des QI qui supportent en fait, moi je dis qu'il y a quand même une grosse poche d'air qui soutient le lingot d'or, mais il y a bien des éléments quand même qui font en sorte que fondamentalement, on pourrait voir l'or peut-être au cours des 2 prochaines années s'en aller peut-être autour de 800 qui est une... On pourrait le voir. Autant qu'il y en a qui disent l'or s'en va à 10 000. C'est un peu comme Nasdaq. On voyait le Nasdaq à 36 000 points à un moment donné. Le Dow 36 000 il y a 15 ans, quelque chose comme ça. Mais c'était un petit peu comme l'or, on la voyait à 10 000. C'est loin d'être fait. C'est parce qu'on a plus un graphique parabolique et puis on devrait revenir plus vers les moyennes. Donc à ce moment-là, sûrement en bas de 1 000 alors on tourne autour de 800 Un autre élément qui vient changer aussi, c'est la demande. Parce que dans les dernières années, 1/3 de la demande sur le lingot provenait d'investissements. C'est-à-dire pour, en fin de compte, contrebalancer ou backer les fonds négociés en bourse. Alors, il y a eu beaucoup de demandes qui s'est créées parce que, naturellement, lors des émissions de fonds négociés en bourse, ça prenait des lingots. Et là, il y a moins de demandes. Puis on a vu même des hedge funds comme M. Paulson aux États-Unis qui était vendeur de l'or, tout s'est suivi. Donc, moins de demandes pour l'or. Oui. On poursuit après la pause. On va conclure et répondre aux questions.